Alors, pour nous, les objectifs de cette journée, c'est vraiment de travailler sur quelles sont les conditions pour arriver justement à élaborer ensemble entre personnes qui n'ont pas habituellement droit à la parole, qui ne participent pas habituellement à la prise de décision, et des professionnels, et leur hiérarchie, et éventuellement des élus. Donc quelles seraient les conditions pour que l'implication des personnes qui sont habituellement éloignées de la prise de décision produise réellement du changement? L'idée, c'est aussi de partager différentes expériences, et notamment d'expérimenter ensemble, alors on en parlera tout au cours de la journée, d'expérimenter ensemble une façon de réfléchir en collectif à partir d'une organisation par groupe de pairs. Donc ça, on en reparlera avec ATD, et puis Suzanne pourra aussi revenir là-dessus, le réseau ressources aussi. Et puis l'idée, c'est d'identifier ensemble les problèmes qui se posent et les avantages aussi qui peuvent être à mettre en avant quand on veut associer les personnes éloignées de la prise de parole à la prise de décision. Voilà. Donc moi, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous remercie d'être présents. Je passe la parole à Florence et Paulette pour ATD. Voilà, donc Florence Bernard, je suis alliée du mouvement ATD Quart Monde. Les alliés sont des personnes qui ont fait le choix de s'engager avec des personnes qui vivent des situations de pauvreté et d'exclusion pour lutter avec elles et rejoindre dans leur combat contre la misère, en fait. Donc certains parmi nous sont bénévoles et mettent des actions bénévoles, souvent autour de l'accès au savoir dans des quartiers, par exemple. Mais on n'est pas forcément tous bénévoles. Il peut y avoir complètement une implication en tant qu'allié dans son boulot, dans son quartier, dans tout ce qui fait que dans la vie quotidienne, on a la préoccupation des personnes qui vivent en situation de pauvreté, de précarité, et on essaye de leur faire une place dans la société, qu'elles prennent une place. Voilà, je me présente, Paulette, militante à ATD. Mon engagement, je l'ai fait depuis 12 ans. Mais je suis à ATD, et mon engagement, c'est que moi j'ai vécu la grande misère et la grande pauvreté. Alors je me suis dit, stop, il faut que ça s'arrête. Et mon engagement est là, pour qu'on nous écoute, qu'on nous comprenne, que ça suffit, les souffrances, tout ça, on n'en peut plus. Et il faut stopper tout ça, quoi. Alors je suis là pour justement essayer de stopper. Elles vont... bonjour, Suzanne Rosenberg, donc... je suis spécialisée dans la participation des habitants et membre du réseau participation et croisement des savoirs et des pratiques d'ATD. Florence et Paulette vont expliquer. Juste pour vous dire, on va ensuite travailler après leur intervention en 2 temps. D'abord, juste des questions de compréhension. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous les notez. Et ensuite, en table, vous allez réfléchir sur 1, 2 ou 3 questions que vous aimeriez poser sur le fond. Voilà, mais pendant leur intervention, il n'y a pas juste, vous notez donc toutes les questions que vous allez avoir à leur poser. Donc on se présentait, Paulette et moi, en disant Paulette qu'elle est militante Quart Monde et moi que je suis alliée, et dans notre mouvement il y a aussi des volontaires permanents qui sont engagés donc avec notre mouvement dans des actions dans les quartiers ou dans des travaux de recherche, voilà, mais qui ont fait un choix d'engagement permanent. Alors quelques mots quand même sur ATD Quart Monde, qui est une association donc, qui a été fondée en 1957 à Noisy-le-Grand en région parisienne, par Joseph Wrezinski, avec les familles d'un camp, d'un bidonville, donc de Noisy-le-Grand, un bidonville qui avait été créé suite à l'appel de l'abbé Pierre. Joseph Wrezinski, lui, était un homme lui-même issu d'un milieu de grande pauvreté. Il était devenu prêtre et il avait été envoyé dans ce bidonville en fait comme aumônier. Et ce qui a fait la différence justement entre lui et la plupart des personnes qui veulent agir contre la pauvreté, c'est qu'il connaissait de l'intérieur ce que c'est que la pauvreté et l'exclusion. Et il avait vécu lui-même avec sa famille l'humiliation que ça peut être, par exemple, qu'on vous donne des choses dont vous n'avez pas besoin, qu'on pense à votre place, qu'on parle à votre place, tout ça, il l'avait vécu lui-même.
Et ce qui fait qu'il n'a pas créé une association caritative pour aider les pauvres, en gros. Il a vraiment voulu créer une association avec les familles de Scan pour que les gens puissent prendre la parole et exprimer leur vie, exprimer leurs pensées, exprimer la façon dont ils pensent qu'on doit lutter contre la misère. En se disant c'est ceux qui la vivent, qui sont les mieux placés aussi pour dire comment on peut lutter ensemble contre la pauvreté. Donc il a fondé cette association qui s'appelait au départ Aide à toute détresse, qui deviendra ATD Quart Monde. Aujourd'hui, ATD veut dire Agir tous pour la dignité. Alors je précise que même si ça a été fondé par un prêtre, ce n'est pas un mouvement confessionnel, c'est ni une association caritative, ni une association confessionnelle. Donc ce qu'ont exprimé depuis le départ les familles de Scan, et ce que continuent à exprimer aujourd'hui des familles en situation de pauvreté qui sont dans notre mouvement, puisqu'on est ensemble dans ce mouvement, ça a été la base de tout un tas de combats qui ont été menés au niveau politique, avec d'abord un rapport au Conseil économique et social qui a donné lieu après à la loi sur le RMI. Il y a eu ensuite la loi de lutte contre les exclusions, la loi de 98 qui a donné lieu par exemple à des dispositifs comme les permanences d'accès aux soins de santé. Après ça a été la CMU, le droit au logement opposable. C'est tout un tas de combats qui ont été menés par ATD Quart Monde, des fois avec d'autres associations d'ailleurs, mais qui ont permis vraiment d'apporter ces changements dans les lois. Voilà, quand on parle de comment la participation peut faire changer, c'est vrai que c'est permettre l'expression des personnes au plus haut niveau, c'est ça aussi qui peut permettre d'agir sur tout ce qui est la loi et l'application des lois. Notre conviction, c'est vraiment qu'on a besoin de l'expérience, de la parole et de l'expertise des personnes en situation de pauvreté pour progresser vers une société plus juste. Parce que c'est les personnes les plus éloignées des droits qui peuvent le mieux interroger les choix politiques, les fonctionnements des institutions et les pratiques professionnelles. C'est les personnes qui sont les plus exclues qui peuvent apprendre à la société comment construire une société plus juste. Une société qui n'exclut pas. Voilà, mais comment faire pour que des personnes en grande difficulté prennent la parole? Comment faire pour qu'elles prennent la parole et que cette parole produise vraiment du changement? C'est sûr que quand les personnes ont toujours été éloignées de la prise de parole et de la prise de décision, on sait bien que ça ne va pas être évident, ça ne va pas être tout d'un coup. Et il faut vraiment créer des conditions pour que les personnes réussissent à s'exprimer, réussissent à réfléchir avec d'autres, à dialoguer avec d'autres, mais aussi créer les conditions pour que les autres les écoutent, les entendent et fassent place en fait à leurs paroles. Donc le mouvement ATD Quart Monde a toujours cherché à faire place à cette pensée, à ce savoir des personnes en situation de pauvreté, d'abord en créant en 1972 des universités populaires. Les universités populaires Quart Monde, qui sont des rencontres qui réunissent des personnes en situation de pauvreté et d'autres personnes. Il y a tout un travail de préparation sur des thèmes de société, en fait, où on va réfléchir ensemble par petits groupes et se retrouver ensemble et dialoguer ensemble, et à travers ça permettre aux personnes d'affiner leurs pensées dans une réflexion avec d'autres et de dialoguer et d'apprendre aussi à prendre la parole publiquement. Dans les années 90, dans le prolongement de ces universités populaires, ATD Quart Monde a initié et développé une démarche qu'on a appelée du croisement des savoirs et des pratiques. Donc en fait, ça a été la mise en place de deux programmes, deux expériences. Un premier programme avec des universitaires, avec des professeurs d'université, qu'on a appelé le programme Quart Monde Université. Dans ce premier programme, en fait, ces universitaires ont travaillé avec des personnes en situation de pauvreté, ont fait des travaux de recherche sur différents thèmes qu'ils ont choisis ensemble. Donc ils ont travaillé par exemple sur le thème de la famille, sur le thème de la citoyenneté, sur le thème des savoirs, du travail. Ils ont mené ensemble des recherches en croisant le regard, les savoirs des universitaires et des personnes en situation de pauvreté. Il y a eu un deuxième programme
qui s'appelait lui Carmonde Partenaire, dans le prolongement de ce premier travail avec les universitaires. Là, on a voulu vraiment travailler avec des professionnels et essayer que des personnes en situation de pauvreté et des professionnels cherchent ensemble, finalement, sur quoi sont basées les incompréhensions. On sent très souvent quand même qu'il y a des incompréhensions entre des personnes en situation de pauvreté et des professionnels du social, de la santé, de la justice, de la police. Mais finalement, d'où viennent ces incompréhensions? Et en analysant les causes de ces incompréhensions, essayer ensemble de chercher comment arriver à une relation où on est dans un dialogue, où on se comprend, où on peut bâtir des choses ensemble. Donc ça a donné lieu à ce qu'on appelle les co-formations par le croisement des savoirs. Alors, ce qui est important de comprendre dans ces fondements du croisement des savoirs, c'est qu'en fait, il y a différentes formes de savoir. Il y a les savoirs des scientifiques, des universitaires. C'est un savoir qui est reconnu par tous. Ils se sont formés dans les universités, ils se sont formés dans des colloques, ils ont appris dans des livres, ils échangent entre eux. Ce savoir, il est reconnu. Le savoir des professionnels, ce qu'on appelle là les savoirs d'action, les professionnels l'ont acquis à travers leur formation de professionnels, et ils développent leur savoir aussi dans le cadre de leur travail, par leur expérience de terrain. Ils ont un savoir d'action que des fois ils approfondissent aussi en réunion ensemble, mais ce savoir des professionnels, il est peut-être des fois un peu moins reconnu que celui des universitaires, mais c'est quand même un savoir qui est reconnu. Par contre, le troisième savoir, qu'on appelait savoir de vie, c'est le savoir qui vient de l'expérience des personnes en situation de pauvreté. Et ça, c'est un savoir qui est souvent beaucoup moins reconnu. Alors, quand on parle de savoir, ce n'est pas exactement l'expérience. Les personnes en situation de pauvreté ont l'expérience, par exemple, d'être privées d'emploi. Ils vont avoir l'expérience peut-être d'avoir vécu dans la rue, l'expérience de ne pas pouvoir se soigner, l'expérience du regard des autres. Tout ça, c'est des expériences. Mais pour que ces expériences deviennent véritablement un savoir qui va pouvoir être à égalité avec le savoir des universitaires ou des professionnels, il faut que ces expériences, ils les échangent entre eux, ils en parlent entre eux, et qu'ils puissent tirer une analyse, une compréhension en fait de ces expériences. Je ne sais pas si vous voyez bien la nuance en fait. Quand on fait venir par exemple une personne dans une réunion, une personne en situation de pauvreté, elle va pouvoir raconter ce qu'elle sait à partir de son vécu, ce qu'elle a déjà vécu elle-même, elle va pouvoir le raconter. Mais de là à ce que ce soit vraiment un savoir qui soit communicable aux autres, qu'on va pouvoir confronter avec les autres, il faut que les personnes aient pu l'approfondir avec d'autres personnes qui vivent le même genre de situation. Et la grande difficulté, justement, c'est que souvent, les personnes qui sont en situation de pauvreté d'exclusion, elles sont assez isolées, finalement. Elles n'ont pas de lieu où elles vont pouvoir parler avec d'autres, dire « bah oui, tiens, moi aussi j'ai vécu la même chose, moi j'en pense ça ». Elles n'ont pas ces lieux-là, et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment très important que les personnes qui vivent des situations de pauvreté et d'exclusion puissent se retrouver avec d'autres. De même que des professionnels, par exemple, ils se retrouvent, ils ont des réunions de professionnels, les universitaires, ils ont leur lieu de recherche. C'est très important que les personnes qui vivent des situations de pauvreté et d'exclusion se retrouvent et puissent approfondir avec d'autres un savoir. Alors, au niveau d'ATD Carmonde, on le fait par exemple au niveau des universités populaires, mais il peut y avoir d'autres lieux, et c'est très important qu'il y ait d'autres lieux où les personnes se retrouvent. Alors, une fois que donc ces différents savoirs peuvent être en présence, c'est très important de les confronter. Et donc, la démarche de croisement des savoirs, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, dans des travaux de recherche. Donc, par exemple, au Québec, il y a eu tout un travail qui a été fait avec l'université pour essayer de chercher, chercher avec des personnes en situation de pauvreté pour améliorer l'accès aux soins, la qualité des soins. Donc ils ont mené ce travail de recherche avec ces universitaires, avec des personnes, sur la question de l'accès aux soins. On peut travailler en croisement des savoirs aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans de la formation. Se former entre personnes en situation de pauvreté et professionnels
pour essayer ensemble de comprendre justement ce qui fait nos difficultés et d'essayer de lever ces difficultés. Pour travailler ensemble. Le croisement des savoirs peut aussi s'appliquer dans le domaine de l'action. Par exemple, très concrètement, sur un quartier, on fait des constats. On constate, je ne sais pas, par exemple, qu'il y a de la violence. On constate qu'il y a de la violence dans le quartier. Se retrouver pour se dire quelles sont les causes de cette violence, comment on peut l'analyser chacun, et essayer ensemble de voir quelles actions on pourrait mettre en place. Voilà, c'est le croisement des savoirs appliqué à l'action. Alors, la démarche de croisement des savoirs et des pratiques, elle est régie par une charte que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Charte du croisement des savoirs et des pratiques, qui donne un petit peu les différentes conditions. Mais il y a toujours, dans le croisement des savoirs, des éléments clés. Et c'est de ça qu'on va vous parler avec Paulette. D'abord, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir un objectif défini clairement. Pourquoi, en fait, on veut croiser nos savoirs? C'est pas simplement par curiosité pour se dire, finalement, que pensent les pauvres, que pensent les professionnels, que pensent ces bénévoles, c'est pas ça. On va vraiment avoir un objectif de changement. Peut-être tu peux nous dire, Paulette, toi, quand vous, les militants de d'ATD 40, quand vous participez à des actions de formation, de co-formation, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez à travers ça, en fait? Quand je fais les formations des croisements des savoirs, où j'interviens des fois pour la CMU ou un thème que national nous impose, je cherche à faire passer le message au niveau des professionnels. Voilà, pour que les professionnels nous écoutent, qui changent un petit peu la façon de pas chercher les choses négatives envers les gens qui sont en grande pauvreté, mais qui voient un petit peu le positif. Parce qu'on ne voit jamais le positif sur les gens qui sont en grande souffrance. On voit toujours le négatif. Voilà. Et quand je fais les formations, j'essaie de faire passer ces messages-là, pas que pour moi, pour toutes les familles qui sont isolées, qui n'osent plus pousser la porte des professionnels, parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux. Voilà, donc dans ces expériences de croisement des savoirs, les personnes donc sont chacune rattachées à un groupe d'appartenance. Les professionnels qui vont venir, par exemple, sont un groupe de professionnels, c'est leur groupe d'appartenance, ils appartiennent à une profession, ils réfléchissent avec les gens de leur profession, et les personnes en situation de pauvreté qui viennent vont être aussi dans leur groupe de personnes en situation de pauvreté, c'est leur groupe d'appartenance, ce qu'on appelle les groupes de pairs, P-A-I-R-S, les groupes de pairs. Peut-être aussi ça, si tu peux nous dire comment toi tu le vois, cette importance de se retrouver en groupe de pairs. Quand je fais la formation des croisements des savoirs, on est deux groupes, les groupes professionnels et les groupes militants. Et je me dis que c'est très important quand même d'être groupe militant et professionnel, parce que si on serait militant et professionnel, on n'arriverait pas à être vrai. Voilà. On ne serait pas vrai. Entre militants, on travaille avec les émotions, le vécu. Tandis que s'il y a des professionnels qui travaillent avec nous, on aurait peur d'en dire un peu trop, parce qu'on aurait peur après des conséquences. Alors on ne serait pas vrai. C'est pour ça que nous, on préfère travailler séparément. Alors c'est séparément, mais tout en confrontant, en fait, évidemment, la réflexion de chaque groupe. Le cheminement, il va être un peu comme ça. Chacun est dans son groupe de pairs, donc les professionnels ou les universitaires travaillent ensemble, les personnes en situation de précarité, les militants d'associations vont travailler de l'autre côté. Dans un premier temps, il va y avoir à chaque fois une réflexion personnelle sur une question qui est posée ou quoi, déjà qu'est-ce que chacun en pense, et après une réflexion collective à l'intérieur de son groupe de pairs. Et ensuite, ce sont ces deux groupes qui vont avoir des temps en plénière, où là donc c'est chaque groupe qui se confronte, si on peut dire. C'est pas confronter, c'est pas forcément se battre, ça peut être à des moments ne pas être d'accord, mais c'est en tout cas amener chacun sa pensée qu'on a travaillé d'abord librement
dans son groupe de pairs. C'est important ce que disait Paulette, parce qu'il y a une liberté aussi pour les militants quart-monde qui vont travailler dans ce groupe de pairs, une liberté à parler dans un premier temps sans se sentir sous le regard des professionnels. Tu veux le compléter ? Parce que chaque fois que le cas c'est fini, les professionnels viennent nous trouver en disant mais c'est dommage qu'on n'a pas travaillé ensemble, quoi. On est obligé de se séparer, groupe par groupe. Mais je dis ben, c'est pour mieux après se confronter, apprendre, faire le point quoi, à la plénière dès qu'on se retrouve. Là. Mais c'est vrai qu'on me dit on peut travailler ensemble. Je dis mais nous on a travaillé avec vous parce qu'on a fait la même chose mais chacun dans notre groupe. Mais après on trouve des solutions ensemble. Voilà. Donc, bon, la présence effective des personnes, hein, ça paraît évident. Le travail sur les représentations, en fait, là, c'est vraiment important parmi les incompréhensions mutuelles qu'il peut y avoir entre personnes en situation de pauvreté et les professionnels, on se rend compte que souvent, c'est autour des représentations. On n'a pas les mêmes représentations sur les mêmes choses. Et arriver à prendre conscience justement à quel point des fois nos représentations peuvent être différentes sur le même sujet, c'est très important. Quand on préparait, tu prenais l'exemple de l'échiquier là que... Oui, on a fait on met des photos de magazines sur la table. Et avec les professionnels et les militants, chacun choisit sa photo. Et on va la travailler en groupe, toujours séparés. Et nous, les militants, on avait choisi la photo d'un gratte-échiquier. Où le maman... On utilise le thème. Sur quel thème vous étiez La parentalité. La parentalité à Nantes. Parce que j'ai fait une formation de 4 jours. Comment les pauvres éduquent leurs enfants. Et il y avait l'AMO, on fait des cadres, pas mal de professionnels. Et là, on a pris la photo du gratte-échiquier. C'était le maman qui apprenait à sa fille à jouer aux échecs. Et chaque fois que, dans notre tête, chaque fois que le pion tombait, on voyait que la maman, elle remettait le pion en place, quoi, et elle montrait les chemins à la petite. Et alors, quand on a présenté notre image aux professionnels, ils nous ont demandé des explications. Et on leur a dit que pour nous, les gens qui sont en grande précarité, on mène un combat de tous les jours, surtout quand on a des enfants. Alors, on voulait montrer que, on était des mamans, que chaque fois que les enfants tombaient ou qu'il nous arrivait quelque chose, on était toujours en train de se relever. Et on faisait le parcours avec les enfants, quoi, pour que les enfants puissent réussir leurs études, voilà. Et c'était un peu l'éducation qu'on montrait sur ce gratte-échiquier. Et il y a une professionnelle qui nous a dit, mais avec l'échiquier, alors vous partez en tête. Un échec. Dès le début, vous avez un échec en tête. Voilà. Vous êtes des gens qui savent que vous allez tomber à chaque fois. Et alors, c'est pour ça que vous avez choisi l'échiquier. Alors, expliquez que non. Nous, on avait pris l'échiquier parce qu'on voulait montrer justement qu'on est toujours en train de se relever. Qu'on ne baisse jamais les bras. Qu'on est toujours en combat. Voilà. Voilà. Après, dans le travail donc, de croisement des savoirs, on est toujours dans un travail à partir de réalités de vie. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas un débat d'idées. C'est pas on prend un grand sujet et chacun donne son avis. Non. On va partir de réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté qui vont partir de récits d'expériences dans leur vie. Par exemple, une rencontre avec un professionnel. Comment ça s'est passé concrètement ? C'était quand? C'était où? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que la personne a répondu? Des choses très précises. Et pareillement pour les professionnels, ils vont partir aussi d'expériences dans leur travail, de difficultés qu'ils ont pu vivre dans la relation. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir tout un travail d'analyse. Essayer de comprendre finalement quelles étaient les logiques qui poussaient chacun des acteurs. Quelle était la logique de la personne en situation de pauvreté dans cette situation-là? Quelle était la logique du professionnel? Et essayer de comprendre justement qu'on n'est peut-être pas dans la même logique et que c'est là que justement ça n'a pas fonctionné. Essayer de repérer aussi que chacun a des contraintes
que le professionnel aussi a des contraintes, que la personne a ses contraintes. Donc c'est tous des éléments d'analyse mais qui vont toujours se baser sur des réalités vécues. Les récits d'expérience de vie, ça donne l'émotion, parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface au niveau des militants. Et là, c'est comme si on se met à nu devant les professionnels, parce qu'après on le lit devant les professionnels et on trouve des solutions ensemble. Mais c'est vrai que les militants se mettre à nu, c'est pas facile pour les familles, parce que on ne peut pas imaginer, nous, que les militants, on lit les récits des militants qui sont avec nous, qui travaillent avec nous pendant les 4 jours, on se dit que ça, c'est inadmissible. Ça ne peut pas exister, des choses qui ne peuvent pas exister, et ça nous donne un peu plus de courage et de niaque pour commencer le combat. Et c'est pour ça que quand on dit l'importance de travailler en groupe de pairs, c'est qu'en fait la situation, le récit, chacun écrit un récit, mais on ne sait pas en fait qui a écrit le récit. C'est important aussi que ce ne soit pas la personne, on sait qu'on est en train d'analyser le cas de telle personne qui est là. C'est une situation qui est présentée par le groupe, qui est travaillée. Mais donc d'où l'importance aussi, je pense à une militante aussi qui disait, il y a des choses qu'on n'oserait jamais dire nous devant un professionnel, mais c'est notre groupe qui le dit. Donc on ne sait pas s'il y a des choses qui sont un peu dures, parce qu'il y a des moments quand même où ça peut être tendu, c'est une expression du groupe, et ça donne vraiment beaucoup de liberté. Alors la dernière étape en fait du travail de croisement des savoirs, c'est de produire les résultats du travail. Après tous ces dialogues ont permis d'identifier en fait des manières de faire, de travailler ensemble, qui permettraient justement d'être vraiment partenaires entre personnes en situation de pauvreté et professionnels. C'est très important d'aller ensemble jusqu'à l'écriture des résultats du travail. Souvent, en fait, personnes en situation de pauvreté vont s'exprimer, vont parler, les professionnels vont réfléchir peut-être là-dessus, et c'est eux, au final, qui vont écrire ce qu'ils ont tiré de tout ça. Et là, le travail va chercher à aller jusqu'à ce qu'on écrive ensemble qu'est-ce qu'on a déduit, qu'est-ce qu'on a compris, sur quoi on a avancé pendant ces jours de formation. Et aller ensemble jusqu'à l'écriture des résultats, ça veut dire que chacun peut s'emparer de ces résultats-là. Chacun dit ce que lui, il a compris, sur quoi il a avancé. Voilà, et tout le monde comprend, parce qu'il y a aussi toute la question des niveaux de langage et tout ça. Quand on écrit ensemble, ça oblige à ce que tout le monde comprenne bien, soit bien au clair sur la production, qui après sera retransmise, présentée, par exemple aux institutions qui ont envoyé les professionnels en formation. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire, c'est pas que l'histoire des professionnels qui sont venus là, c'est aussi comment ce qu'ils ont découvert là, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils voudraient mettre en place, comment ça peut être repris par leur institution. Des règles qui sont vraiment la base pour arriver à bien travailler ensemble, que les personnes en situation de pauvreté et de précarité n'aient pas de lien de dépendance avec les professionnels, qui ne se retrouvent pas, par exemple, face à leur assistante sociale ou face à leur médecin, face à l'enseignant de leur enfant. Ça, c'est très important pour qu'ils soient libres de parler. La confidentialité, ça c'est extrêmement important aussi, bien sûr. Le respect des personnes, accepter la diversité des points de vue. Peut-être, Paulette, si tu veux juste... Il y a le temps, Quand on fait le croisement des savoirs, il faut respecter le professionnel. On n'est pas là pour critiquer le professionnel, que ce soit IMO, assistant social et tout ça. On est là pour lui faire passer le message, de respecter aussi. On respecte les professionnels et les professionnels nous respectent à nous aussi. Chacun de son côté se respecte. Et c'est vrai qu'il y a des fois des débordements au niveau des militants quand on fait les formations. Et là, il y a des animateurs qui peuvent bien encadrer, qui sont là pour encadrer. Mais ces formations, on dit toujours, vous faites des formations parce que vous vous confronterez avec les professionnels. Il y a un débat, je dis non, on est là pour apprendre, pour le savoir des professionnels, le savoir des gens qui sont plus bons. Et moi, j'apprends beaucoup de choses des professionnels,
que je ne savais pas du tout avant, et que ça m'a bien servi pour aider les familles dans mon quartier. Et voilà. Et je tenais à vous dire que ces formations-là, on ne critique pas les professionnels, parce qu'on dit toujours qu'on fait une formation pour critiquer. J'entends toujours ça. Il ne faut pas du tout critiquer les professionnels. Voilà, tu parlais de l'importance du rôle de l'animateur aussi pour permettre vraiment qu'il y ait un dialogue. Tu dis qu'il y a des débordements des fois des côtés des militants, il y en a peut-être aussi des fois du côté des professionnels, parce que c'est vrai qu'on est sur des sujets qui touchent profondément à chacun, à la vie des personnes, à la pratique professionnelle des professionnels. Et aussi quand on est avec des universitaires, on est des fois dans la remise en cause d'un savoir. Eux, ils ont toujours eu un savoir, les sociologues savent ce que c'est que la pauvreté, ils sont capables de l'expliquer tout ça. Et travailler avec des militants qui, eux, ont vécu la pauvreté, pour un certain nombre la vivent encore, et disent bah, ce que vous dites là, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on le ressent, c'est quand même une sacrée remise en cause. Donc c'est vrai que c'est important, c'est très important que ce soit cadré par des animateurs, un animateur pour les personnes en situation de pauvreté et un animateur pour les professionnels. Chacun des animateurs favorisant vraiment la prise de parole libre, mais aussi étant capable de recadrer et qu'on reste tous avec ce souci d'une construction commune, une construction de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions des choses. On est vraiment dans une recherche de construction. Voilà. Premier temps, est-ce qu'il y a des questions de compréhension, c'est-à-dire des phrases ou des mots qui n'ont pas été compris. Vous voudriez des explications juste sur une phrase, un mot, un terme. Oui? Je voudrais juste faire une définition un peu plus complète sur le terme de allié. Personnellement, c'est la première fois que Allié, d'accord. Donc précision sur ce que c'est que allié pourra t'aider. Voilà. Le terme d'alliance, en fait, c'est un terme qui est venu tôt dans notre mouvement. C'était vraiment ce qui était dit par Joseph Brzezinski avec les premiers volontaires, c'est qu'il cherchait dans la société à créer une alliance avec les personnes les plus exclues. Une alliance, ça va assez loin comme terme. Le terme de l'alliance, c'est une profonde solidarité. En fait, c'est-à-dire que les combats que mènent les gens, nous, on essaye de les rejoindre dans ce combat-là. Donc c'est non seulement voir qu'il existe des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion, mais c'est aussi essayer de mieux comprendre ce qu'elles vivent. Et cette compréhension qu'on peut avoir, c'est essayer de la porter dans la société. Ça peut être très concret, je vais prendre un exemple concret. Quand on est parent d'élèves dans une école, par exemple, on sait qu'il y a des parents, il y a des familles qui vivent des situations de pauvreté dans cette école-là, des situations de difficulté. Comment on va essayer de prendre en compte ce que ces familles vivent et de le porter au niveau, je parle des parents délégués par exemple, de le porter à la connaissance des enseignants, de se soucier de la place que ces familles trouvent ou pas dans l'école. C'est des questions très concrètes, la gratuité, est-ce que tous les enfants réussissent à apprendre, à trouver leur place, est-ce que tous les enfants sont respectés, est-ce que tous les parents réussissent à venir dans l'école. C'est une forme d'alliance. Ça peut être dans un quartier, tout le monde est en train de signer la pétition pour que la famille machin qui a mis sa caravane là puisse s'en aller, va dire non, cette famille-là, moi je ne signerai pas la pétition tant qu'on n'aura pas une bonne solution pour cette famille-là d'un endroit où elle pourra aller être respectée. Donc l'alliance, ça peut prendre des formes très différentes. Il y a des alliés qui sont dans un parti politique, qui dans ce parti vont amener la préoccupation des gens les plus pauvres. Dans leur profession, un médecin qui va regarder, voilà. Est-ce que c'est plus clair ou... Voilà. Et après, les alliés, certains alliés sont bénévoles, donc mènent des actions bénévolement, donnent de leur temps, quand ils peuvent, pour des actions dans le mouvement ATD Quart Monde. Mais l'alliance, c'est beaucoup plus profondément que ça. Je dirais une préoccupation permanente des personnes les plus pauvres. Question de compréhension. Il y en a d'autres? Non. Alors,
Maintenant, si vous pouviez préparer 3 questions par table, vous discutez ensemble des questions que vous aimeriez poser, vous en sélectionnez 3 que vous mettez par ordre d'importance, et puis on va tourner dans les tables. A priori, vous ne poserez que votre première question, sauf si elle a déjà été posée par une autre table, auquel cas on passera à la deuxième ou à la troisième. Ça va? C'est clair? Hein? Donc, 5 minutes, vous discutez ensemble, vous mettez vos questions en commun et vous en sélectionnez 3.